Professeur Titus Edouard, heureux de vous retrouver 5 ans après vos premières visites dans nos locaux à Douala. Le plaisir est aussi le mien, et aussi intense. Et je pense que lors de nos débats, nos échanges, nous réussirons, comme la dernière fois, à faire passer des messages importants à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Nous allons faire le tour de l'actualité, des questions politiques, la société également en général. Mais bien avant, professeur Titus Edouard, ça fait débat depuis un bon bout de temps déjà. La question de l'homosexualité dans l'Église catholique, votre avis? Je voudrais m'exprimer sur deux aspects. Le premier en tant que médecin, et le deuxième en tant qu'homme politique, et un peu philosophique aussi. Comme médecin, je crois que l'idée même de la sexualité n'est pas intégrée dans la société. C'est quoi la sexualité? Par définition, la sexualité, c'est un besoin naturel, une énergie inhérente à l'être humain, qui doit être non seulement exercée, mais doit être exercée avec un minimum de maîtrise. Je dirais que la sexualité est au même niveau que le besoin de manger et de boire. Maintenant, la façon dont elle est exercée, avant qu'elle ne soit exercée, je précise que la sexualité n'est pas un mal, puisque c'est un besoin naturel. Mais la façon dont elle est exercée, elle peut être exercée de plusieurs façons. La première, entre des sexes différents, ce qu'on appelle l'hétérosexualité. C'est la façon la plus répandue dans le monde entier. Une autre façon, c'est l'homosexualité, qui est la façon aussi exercée, mais en tant que nombre, ils sont minoritaires. Maintenant, en tant qu'homme politique et philosophe quelque part, je dois dire que il faut retenir 3 sortes d'homosexualité. La première homosexualité, elle est génético-psychique. C'est-à-dire, vous avez des enfants qui naissent génétiquement avec la tendance vers le même sexe. C'est rare. Et puis, ça devrait être défini par un médecin. Alors, ce type d'homosexualité doit être protégé, non seulement par des lois à l'État, mais d'abord par la famille. Il faut que les parents sachent que leurs enfants ont des tendances de ce genre. La deuxième homosexualité, c'est celle culturelle. Et cette homosexualité culturelle, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est quoi la culture? Il y a 1000 façons de définir la culture, mais je vais essayer de synthétiser en me référant à un philosophe qu'on appelle Christian Jacques, qui dit ceci. La culture, c'est la confirmation des résultats, des mœurs et coutumes d'une communauté donnée qui a été appris et qui a été véhiculée dans le temps. C'est pour cela que vous voyez qu'en Europe, dans la culture occidentale, l'homosexualité est ancrée dans leur société. Mais pour ce qui concerne l'Afrique, dans nos mœurs et coutumes, ça n'existe pas. Alors on est quelque peu, sinon très froissé, de voir qu'on voudrait nous faire croire que pour être émancipé, parmi la façon d'être, de vivre
on doit absolument être intégré, on doit intégrer l'homosexualité. C'est là où les gens comme nous, moi en tant que médecin et chercheur, je dis non. L'Afrique n'a pas à accepter l'homosexualité tout simplement parce qu'elle est vécue en Occident. Troisième type d'homosexualité, c'est l'homosexualité dans la perversité. L'homosexualité dans la perversité, c'est celle qui exige à un autre d'accepter des actes qu'il n'accepterait pas autrement que pour entrer dans des clans, pour des postes, ce qu'on a vu un peu au Cameroun. C'est cette sexualité de la perversité qu'il faut sévir durement par la loi. Donc voyez-vous, pour résumer, ce n'est pas une chose facile, je crois que je vais être exhaustif. Donc, soit vous vous référez à l'homosexualité génético-psychique, soit vous vous référez à l'homosexualité culturelle, ou alors l'homosexualité de la perversité. Ça change complètement la façon de voir le problème. Professeur, nous avons passé une année assez turbulente, avec plusieurs scandales qui ont été enregistrés. L'affaire Martinez-Zogo, un DGRE incarcéré, justement dans le cadre de cette affaire, des documents officiels contestés, lus sur le poste national de la CRTV. Je fais notamment référence à ce document concernant le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, ou même encore un autre document qui a circulé dans l'affaire Martinez-Zogo, puis annoncé finalement être un faux document ou un document pas authentique, si je reprends ici les termes des personnes impliquées dans cette affaire. Quelle explication donnez-vous à cette cascade de scandales qu'on enregistre au Cameroun actuellement? Je vais le réitérer. Tous ces scandales sont des effets d'une seule cause, malheureusement. Ou heureusement, puisqu'au moins on connaît la cause. Le système a été vidé de sa substance, je le répète. Et ce sont les conséquences qu'on est en train de voir, et il y en a d'autres. Ce que vous avez cité, c'est ahurissant. Mais on n'oublie pas qu'on a encore la guerre au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Et Boko Haram à l'extrême nord. Boko Haram à l'extrême nord. On oublie que l'unité du pays a volé en éclats. On oublie la misère qui pénètre comme une suie tout ce qu'on peut faire. Regardez ce qui se passe dans l'administration. On oublie la corruption. Vous ne pouvez pas aller dans un hôpital et être soigné. J'en passe parce que c'est une litanie. À force de le dire, on risque de s'habituer à quelque chose qui n'est pas normal. Ce que je dis, et je répète, pour que ça cesse, il faut changer de logiciel politique. Quel logiciel, professeur? J'ai parlé de la transition. C'est une méthode qui nous permet de faire table rase, et faire table rase, revoir notre passé, revoir notre présent, et nous projeter à l'avenir à court, moyen et long terme. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait la différence entre la transition et ce qu'on appelait les conférences nationales. La grande différence, c'est que le projet doit venir des intéressés eux-mêmes. C'est les Camerounais eux-mêmes qui doivent penser à ce qu'ils doivent faire, qui doivent prendre leur destin en main. La loi de finances 2024 annonce des jours difficiles pour les Camerounais, mais entre-temps,
pas d'eau, pas d'électricité, à peine 6 heures de lumière par jour dans certains ménages, des poubelles partout, la scolarité dans les établissements qui grimpe chaque jour, tout comme les frais d'examen. Comment vont vivre les Camerounais en 2024, selon vous? Le Cameroun est en agonie. Alors, en tant que médecin, ils sont en coma 1. Je les mettrai en coma 2 pour que la transition se passe avec moins de douleur. Ça ne peut pas continuer, madame. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander. Vous voyez, c'est une litanie, là. Puisqu'on connaît la cause, ça, c'est des effets collatéraux qui sont abominables. Alors, si on connaît la cause, mais il faut chercher la solution. Donc, il y a des lendemains qui se préparent, qui seront extraordinairement difficiles. On est déjà dans le chaos, mais j'ai bien peur que ce soit la déréliction totale. Il est vrai, je demeure toujours optimiste parce que, quel que soit le problème qu'on ait, il y a toujours une solution. Et sur le plan personnel, je la cherche, mais je crois aussi à des Camerounais qui la recherchent aussi. C'est ça qui me donne beaucoup d'espoir et beaucoup de foi en l'avenir. Vous parlez de transition, professeur Titus Edouard, à l'occasion de nos rencontres il y a 5 ans déjà. Vous rappeliez le non-sens de l'élection présidentielle dans un contexte marqué par des crises multiples non résolues. Décidément, la suite vous donne raison. Ah, je vous en sais gré. Mais la raison ne suffit pas. Puisque j'ai l'impression que beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Il est ahurissant aujourd'hui, madame, de voir qu'au Cameroun, on parle encore d'élections présidentielles législatives. Mais c'est une aberration. On devrait parler de quoi? Je vais me répéter. Lorsque vous avez vu qu'un système ne marche pas, il faut le changer. Donc, je voudrais dire que les partis politiques qui font semblant, ou alors ils sont de bonne foi, qui croient se préparer aux élections présidentielles, je ne sais pas. Sur quelle base? Sur quelle logique politique? Parce que le code électoral, les partis, et là encore, si vous permettez, je vous rappelle qu'au Cameroun, il y a 360 partis. Mais... Avec plus de 40 partis politiques qui se sont ajoutés en 2023. Voilà. Alors, ces partis-là vont faire la coalition ou bien chaque parti aura aux élections. Mais j'appelle ça, c'est un scénario de misère politique. C'est-à-dire qu'on se moque du citoyen camerounais. Cela veut dire que le parti n'a aucune utilité. Encore que, si vous faites référence aux partis occidentaux. Mais en Europe, les idéologies sont en train de se liquéfier. Parce que le citoyen occidental voit qu'il n'y a aucune idéologie qui puisse lui accorder le minimum d'une vie décente. Et si vous vous rappelez bien, quand on s'était vu, il y a 5 ans, je vous avais dit que les idéologies avaient des paradigmes dépassés. Et en réfléchissant, nous avons trouvé que, à la place des idéologies, aujourd'hui, ce qui pourrait faire l'affaire, c'est l'idéal. Proposer un idéal, et cet idéal-là, je pense qu'il est simple. C'est-à-dire qu'il remette au centre de la vie sociale, politique, l'être humain.
Au Cameroun, je pense qu'il faut faire aujourd'hui, il faut définir comme idéal des conditions adéquates qui donnent d'une façon égalitaire à chaque citoyen les moyens de vivre décemment sur le plan matériel, psychique et spirituel. En donnant ces chances, l'individu devient, quand il en prend conscience, citoyen. Et quand vous êtes citoyen et que vous respectez non seulement vos droits, mais vos devoirs, vous vous enrichissez et vous enrichissez les autres sans jamais rien perdre. Si bien que c'est une société, je dirais, qui tend vers un rêve. Vous me direz un rêve, oui, j'insiste, parce que le rêve, utopie, c'est ça la réalité de demain. Or, aujourd'hui au Cameroun, on a perdu le rêve. Ça n'existe plus. C'est pour cela que tout va à volo. Tout ce que vous venez de citer, je crois que on n'a pas besoin de répéter cela. Les Camerounais vivent ça dans leur conscience, mais dans le désarroi le plus absolu. Alors, nous les hommes politiques, nous avons le devoir de leur proposer des projets qui leur donnent espoir. Ça ne suffit pas. Cet espoir et ces projets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéal doit être manifesté dans l'acte politique sur le terrain. Autrement, le rêve devient rêverie. Professeur Titus Edouard, malgré vos conseils de prudence, on remarque bien que les acteurs politiques camerounais semblent de nouveau pris à la fièvre justement électorale, si je peux le dire ainsi. Les conditions, selon vous, sont-elles meilleures aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2018? C'est là l'aberration. Elles ont empiré. C'est là l'aberration. Je me demande comment ils n'arrivent pas à comprendre cela. La pauvreté a empiré, la guerre dont on parlait, et les conséquences de cette guerre, on n'en fait jamais partie, ce serait une émission à part. Parce que quand je pense en tant que père ou en tant que mère, que des petites filles de 10-11 ans se prostituent dans les rues de Douala de Yaoundé. À cause de ça, il y a l'analphabétisme qui a augmenté, il y a l'anarchie, l'exode rural. Mais j'ai dit qu'on s'arrête un moment pour penser. Donc les conditions ont empiré et je ne vois pas... On a parlé de partis politiques. Combien de candidats y aura-t-il? Les conditions. Vous voyez un candidat pour s'inscrire à la liste, il paye 30 millions dans cette pauvreté. Mais c'est des aberrations, 30 millions. Même la dernière fois, j'ai vu des candidats, où pouvaient-ils trouver 30 millions? Sinon qu'il y a certains candidats qui sont même suscités par le pouvoir en place. Donc tous ces interlocuteurs, on les connaît. Dans le pouvoir fabrique des opposants. Bien sûr, bien sûr. Bon, ça se sait. Ça se sait. Et je pourrais vous dire que moi, je n'ai pas été fabriqué comme opposant. C'est un peu, sinon, une grande victoire de voir que tout le monde peut se présenter comme candidat et ne pas nécessairement être inquiété. Mais on oublie que ça a commencé quelque part, que quelqu'un et d'autres ont payé. Et c'est ça un peu la politique, c'est-à-dire cet instrument qui voudrait que ce ne soit pas, comme je le dis toujours, un instrument de jouissance, mais plutôt un instrument de service. Vous donnez, mais oubliez qu'il y aura un retour un jour. Au fait, je ne voudrais pas être oblatif, mais quand on donne, le vrai don, c'est quand on donne
sans attendre un retour. Et c'est pour cela que la politique aussi, c'est quelque chose de très très difficile et de très très sévère. Dans vos dernières prises de parole publique au mois d'octobre 2023, si je me rappelle bien, vous avez évoqué ou vous avez constaté la faillite du système politique actuel et vous avez d'ailleurs proposé à cette occasion comme remède inévitable la transition. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pouvez-vous élaborer cela davantage, professeur? Oui, mais je serai toujours assez circonspect. Pourquoi? Parce que c'est des projets qui ne sont pas des projets de partis politiques. Je parle en tant que citoyen et je n'ai pas besoin de l'adhésion de partis politiques en tant que tel, mais plutôt c'est un appel à la société civile d'abord, qu'ils comprennent. Mais la question que vous posez, je peux aller un peu plus loin en disant que pour étayer ça d'une façon un peu plus étendue, je dirais que quand je parle de la transition et qu'on doit faire table rase, cela veut dire que ceux qui seront invités à le faire ou qui se feront invités à le faire, c'est un genre de citoyens. Et ce genre de citoyens, j'avais dit des citoyens honnêtes, en tous sens. On souhaite que ce soit des citoyens compétents. Et la première chose à faire, globalement, c'est l'audit de la chose publique. Cet audit va œuvrer domaine par domaine pour qu'on sache où on en est. Quand on aura fait cet audit, les Camerounais doivent savoir ce qui s'était passé. Et ensuite, l'audit nous permet de faire des propositions. Des propositions qui peuvent avoir pour effet immédiat. Des propositions qui peuvent solliciter l'adhésion de toute la société. Des propositions qui doivent être suivies par des personnes éminemment compétentes. Je prends pour exemple la Constitution. Notre Constitution actuelle, si elle avait été appliquée comme elle a été faite en 1996, on aurait évité beaucoup de malheurs. Donc, il doit y avoir donc, un audit, par exemple, constitutionnel, un audit de l'économie, un audit des finances, un audit des détournements, un audit des affaires courantes, parce que ce n'est pas normal que toutes ces affaires que vous avez citées restent sans solution, puisque j'ai la certitude qu'il y a les coupables sont connus. Mais pour garder l'équilibre entre les clans, on fait taire tout le monde. Mais à cette allure, plusieurs Camerounais pourraient se retrouver en prison. Ah oui, madame. Là où vous êtes là, vous n'êtes pas sûr. Tout Camerounais est en sursis de prison, puisqu'on a bradé la justice. Vous pouvez avoir raison, mais aller en prison. Vous voyez, c'est là aussi, je profite encore une fois pour vous dire, quand une société a banalisé, sinon a incinéré ce qu'on appelle les valeurs sociétales. J'ai toujours défini la valeur sociétale comme une qualité, une vertu qui inscrit le bien, le beau, le vrai, le juste. Si vous n'avez pas ce socle dans une société,
vous êtes perdu, comme le Cameroun aujourd'hui. Et qui fera cet audit, professeur? Je répète, des gens compétents, les Camerounais, pas extérieurs. Le Cameroun jouit de personnes très compétentes. Et ces personnes, parce que compétentes, sont très souvent mises à l'écart ou alors elles sont embrigadées pour être éteintes. Chacun d'entre nous, vous comme moi, dans notre entourage, si vous parlez de médecin, bon, je sais qui est bon, qui n'est pas bon médecin, qui est journaliste, qui est moins bon, qui ne l'est pas, qui est ingénieur, ainsi de suite. On se connaît. Ce n'est pas ça qui manque au Cameroun. Il faudra sélectionner. Et je tiens aussi à exprimer, à dire, dans cette intervention, dans la transition, il peut y avoir une intervention directe, parce que vous êtes appelé à le faire, mais pas exclu qu'il y ait des interventions indirectes, soit par voie d'écriture, de conseil, tout ce que vous voulez, mais tout le monde peut être assemblé et ceux qui veulent bien y participer peuvent, même s'ils ne sont pas dans les premières loges, ils peuvent participer en donnant leur avis sur un sujet ou sur un autre. Et les Camerounais de la diaspora, l'éternel problème de la double nationalité, est-ce qu'à ce moment, cela posera problème? Ou ça sera plutôt une solution de rassembler davantage les Camerounais? Vous faites très bien de me poser cette question. Parce que non seulement sur le plan d'actualité, vous avez des Camerounais qui sont dans le système et qui ont double nationalité. Et quand ça leur fait commode, on laisse passer. Mais je voudrais rappeler, pour les plus jeunes, le problème de la diaspora, tout en synthétisant pour notre temps. Vous savez, la définition même de la diaspora, la plupart ne la connaissent pas. C'est un mouvement universel qui date de très très longtemps. Je vais vous donner l'exemple. Quand vous voyez la ville de Marseille, Marseille a été créée par la diaspora grecque 600 ans avant Jésus-Christ. 600 ans avant Jésus-Christ. Oui, vous voyez. Donc, c'est un fait naturel. Maintenant, notre diaspora, elle peut faire beaucoup de choses. Mais je vous rappelle aussi, pour les jeunes que vous êtes, l'aberration d'une loi qui a été prise, c'est la loi du 11 juin 1968, si je me rappelle bien, à l'article 31, qui disait ceci: tout Camerounais adulte qui accepte de prendre notre nationalité perd automatiquement la nationalité. Mais ça, c'était un acte horriblement politique, en 1968, qui n'a plus lieu d'exister aujourd'hui. Alors, un problème comme celui-là, il sera prioritaire dans la transition. Parce que on va balayer ça d'un revers de la main. Pourquoi? Ce n'est pas seulement parce que ça a été un acte de répression. Mais c'est parce que, et j'en viens à la question que vous avez posée, mais la diaspora est une richesse incommensurable. Pas seulement sur le plan matériel, mais ceux qui sont nos fils, qui sont à l'étranger, moi-même qui vous parle, j'ai été de la diaspora, ils ont à apporter un savoir-faire inestimable. Et
Et ce serait donc une aberration de limiter cela par les humeurs de nos dirigeants. Et j'ajouterai à cela, que lorsque on vient de l'étranger et qu'on a appris beaucoup de choses, ce n'est pas seulement l'argent, puisque déjà, de ce point de vue, vous savez que ce que donne la diaspora à l'extérieur, par exemple, au Cameroun, sur le plan matériel financier, ça dépasse l'aide de l'AFP. Donc, ce n'est pas une question tout simplement matérielle. Et il urge qu'on change ce genre de choses pour libérer le Cameroun. Le monde va vers le monde sans frontières. Alors, si on ouvre le Cameroun à nos propres enfants, on pourra aussi nous faire écouter pour nos enfants qui veulent aller à l'extérieur, car c'est aussi un autre problème, vous voyez comment on les traite aujourd'hui. Donc, si nous n'acceptons pas que nos enfants rentrent chez nous, pourquoi voulez-vous que les autres les acceptent chez eux? Donc, voilà un problème que je trouve très facile à régler. Parce que c'est une question de loi, et si dans la transition, il y a une assemblée, il y a un Sénat, il y a un gouvernement, ça se règle en moins d'une semaine, ça. Revenons sur ce projet, professeur Titus Edouard, cette idée qui semble reprise par quelques animateurs de la presse cybernétique qui vous prêtent l'intention de vous rapprocher de certains leaders de partis politiques dans l'intention qu'ils puissent vous rallier simplement. Selon vous, est-ce que c'est fondé, ces informations? Alors, il y a deux... Notamment le professeur Kamto, certains disent, vous allez travailler avec le professeur Kamto? Alors, il y a deux choses dans cette question. Ceux qui peuvent me rallier dans le projet de transition, je crois que je l'ai déjà dit, ce n'est pas un parti politique, c'est des citoyens qui pensent que ça peut être quelque chose de bien, et dans leur âme et conscience, ils sont libres de le faire. Parce que ce n'est pas les partis politiques qui vont constituer la transition. Et ce serait même abominable. 360 partis, je ne sais pas où les mettre, c'est-à-dire, c'est hors sujet, ça. Quant à l'autre, qui me prête l'intention de rallier, par exemple, M. Kamto, que je respecte beaucoup, je trouve que c'est des tintins politiques. Ils ne rendent pas service à M. Kamto ou à leur parti. La politique, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça. Donc, j'infirme ce genre de rumeurs. De rumeurs dans vos... sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est un peu comme un couteau, vous savez. Le couteau, vous pouvez l'utiliser pour épeler une orange, mais vous pouvez aussi utiliser le couteau pour poignarder quelqu'un. Donc il faut faire la part des choses. Donc il ne faut pas écouter ce genre de choses. J'infirme absolument. Certains leaders d'ONG, de la société civile et même des médias pensent comme vous que la transition n'est pas une option, mais un impératif. Mais à ce moment, pourquoi cette évidence, elle, tarde à prendre corps? Ah, mais vous dites une chose et son contraire. Puisque s'ils trouvent que c'est un impératif, ça a pris corps. Et prendre corps ne veut pas dire exhiber la prise de position. Le moment venu, je vous assure, en voyant ce qui se passe, c'est peut-être pas une certitude, mais je crois au fond de moi-même, au fond de beaucoup de Camerounais, que c'est l'impératif qui doit s'imposer aux Camerounais, aux citoyens de bonne volonté.
Parce que si on s'assoit, on énumère nos problèmes qui nous concernent, nous les Camerounais. On décide de trouver des solutions ensemble. C'est ainsi qu'on peut repartir. Vous ne pouvez pas être lancé comme une fusée sans jamais vous retourner et penser que tout ce que vous faites est bien. Voyez le résultat de 40 ans. Donc, cet impératif, je souhaite qu'il soit encore plus large pour que le moment venu, il s'impose. Et puis, je vous dirai aussi une chose. Ce n'est pas le jour où Biya ne sera plus au pouvoir qu'il faut penser à ce qu'il faut faire. Parce qu'un jour, il ne le sera plus. Et le dire n'est pas souhaiter la mort du président de la République. C'est l'évidence. Je peux mourir avant lui, vous aussi. Mais dans la logique des choses, normalement, il faut préparer cet après. Et quand on prépare cet après, ce n'est pas un vœu de le voir déjà inexistant. Voyez-vous. Vous proposez une transition, une courte transition qui va remettre à plat toutes les institutions, selon vous, notamment ces institutions camerounaises, favoriser une véritable union des cœurs, au thème de laquelle vous vous retirez, vous, de la vie publique. Qu'en est-il ou qu'en sera-t-il des autres membres de la transition? Ça va se décider pendant la transition. Mais moi, j'annonce déjà ce que moi, je peux décider. Mais je souhaiterais que même ceux qui seront dans le gouvernement se retirent. C'est le gouvernement de la transition sera un gouvernement choc. Et ils connaîtront tellement de choses qu'après ils ne peuvent pas être jugés partis. C'est pour cela que je voudrais donner l'exemple. Mais ceux qui participeront les uns et les autres dans d'autres institutions, ils seront libres de se représenter dans les élections législatives, présidentielles, comme ils voudront. Mais la transition doit marquer la vie politique du Cameroun. Et si, étant éventuellement chef de la transition, je me retire, c'est aussi une éducation. Ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on doit perdurer éternellement. Il faut savoir travailler et savoir se retirer. Et j'ai appris, en étant homme d'État, que c'est le jour où vous entrez dans une fonction, c'est ce jour-là que vous devez vous préparer, à partir de ce jour-là que vous devez vous préparer pour votre éventuel retrait. C'est vous qui serez à la tête de cette transition? Je le souhaite si les Camerounais le veulent. Moi, je suis prêt. Je l'ai déjà dit. Alors une autre question, ce sont ces personnes qui sont incarcérées dans nos différentes prisons. Est-ce que vous ne craignez pas vous retrouver dans les mêmes conditions que ces personnes aujourd'hui incarcérées? Bon, avant de répondre à cette question, lorsque vous parlez des prisonniers, surtout quand ils sont prisonniers politiques, mon cœur bat la chamade. Ça, c'est des prisonniers inutiles. On ne peut pas, par la violence, empêcher aujourd'hui qu'un citoyen exprime ce qu'il pense sur un sujet sociopolitique. Un seul prisonnier politique est de trop. Comme un seul mort dans la guerre civile, les guerres civiles qu'on a, est de trop. Madame, vous savez, la vie n'appartient à personne. Et quand vous avez décidé de servir, on n'a peur de rien. Et puis, qu'est-ce que c'est que la mort? Dans un cas comme le mien, ce serait peut-être me libérer. Mais il ne faut pas être pessimiste. Chaque Camerounais a le droit à la vie comme les autres.
Ce n'est pas parce que vous avez le pouvoir que vous devez décider de la vie des autres. Et pour ce qui me concerne, ça ne passe pas. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que des clans s'affrontent véritablement au sommet de l'État. Redoutez-vous que ces clans s'agrandissent? Le problème n'est pas qu'ils s'agrandissent. Les clans qu'il y a déjà sont suffisants pour inquiéter. Le problème camerounais ne pourra pas se résoudre par la violence. J'ai dénoncé la terreur dans un ouvrage, Cameroun combat pour mon pays, et la terreur appelle la terreur. Si vous multipliez la terreur par la terreur, vous avez l'explosion de la société. Donc ce n'est pas le chemin. Et voilà, je profite pour inscrire avec beaucoup d'emphase mes convictions politiques dans ce sens. Professeur Titus Edouard, merci. C'est moi qui vous remercie et je pense que nos échanges, comme je disais, auront créé auprès de nos téléspectateurs et auditeurs des sentiments d'espoir et surtout de foi en l'avenir. Merci, professeur.